pieds et des jambes. Voilà, parce que ça sert à faire du vélo, puis ça sert à être piéton. Voilà. Merci beaucoup. Si vous en êtes d'accord, on va passer... alors, on va quitter le passé pour parler d'un passé plus proche, et puis revenir sur un territoire un peu plus restreint, puisque officiellement, en tout cas, on va parler de Paris. Probablement, ça ne va pas parler que de Paris, mais ça, on va y venir. Avec vous, donc, Julien Demade, que je vais présenter tout de suite. Julien Demade, vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes spécialiste des statistiques. Vous voyez qu'on change de décor. Et ces statistiques, vous les appliquez préférentiellement jusqu'à présent, en tout cas, à l'histoire. Vous êtes plutôt une sorte de rat de bibliothèque. Vous explorez les vieux parchemins, et puis vous êtes polyglotte. Et puis voilà, que vous publiez un bouquin qui parle du futur, et dont le sous-titre est tout un programme. Ce sous-titre, c'est « L'illusion techniciste de la politique parisienne des déplacements ». Ça pue le technocrate, votre machin. Heureusement, à ce sous-titre, vous prenez quand même la précaution d'ajouter un titre. Et ce titre sent bon le vieux temps, lui par contre, puisqu'il reprend le titre d'un célèbre ouvrage du XVIIe siècle, de Boileau, j'ai nommé « Les embarras de Paris ». L'ouvrage de Boileau était un recueil de portraits ou de tableaux pris sur le vif. Et vous, Julien, je me demande comment vous êtes passé de l'histoire sociale et des vieux grimoires, si je puis dire, à ce livre qui donc sent son... Si on ne vous connaissait pas, on se dirait « Oh là là, celui-là, il a fait Polytechnique, c'est un horrible technocrate spécialiste des transports ». Qu'est-ce qui vous a donc amené à vous intéresser à ce présent et à ce futur proche, alors que vous vous intéressiez à des choses du passé? D'abord parce que si on cherche à comprendre le passé, c'est pour comprendre de manière plus générale la façon dont la société fonctionne. Et c'est aussi intéressant à comprendre du présent que du passé, même si j'ai plus l'habitude de travailler sur le passé. Pour cet objet précis, ce qui me fascinait depuis relativement longtemps, c'est que, en tant que Parisien, je vivais dans une ville dont la forme urbaine avait pris justement forme avant tous les modes de déplacement industriels. Et j'entends par mode de déplacement industriel, bien sûr la voiture, mais aussi le métro, et aussi d'ailleurs, ça a été rappelé dans le film, le vélo, qui est une invention qui se produit à peu près au même moment que les transports ferrés et l'automobile. Donc on avait une ville qui, a priori, devait fonctionner, puisqu'elle avait pris une forme qui était la sienne, et qui fonctionnait sans tous ces moyens de transport, sans lesquels, aujourd'hui, on est totalement incapable de l'imaginer. Et ça me paraissait d'autant plus paradoxal que le discours ambiant général sur les déplacements dans Paris met toujours l'accent, et ne met l'accent que sur le dysfonctionnement. Tout le monde se plaint que le métro marche mal, c'est embouteillé, on roule mal à vélo, tout ça dysfonctionne. Donc, ce qui m'a interpellé, c'était ce paradoxe entre des éléments qu'on considère comme la modernité et qui apparemment avaient amené dans une forme urbaine du dysfonctionnement. C'est là en fait que je suis tombé sur les statistiques qui sont disponibles à propos des déplacements dans Paris, et puisque c'est l'autre versant de mon activité à côté de l'histoire, c'est justement de travailler sur les données statistiques. Et là je me suis aperçu très vite que le discours qui était tenu à propos de ces statistiques et les politiques qui étaient enclenchées à partir de ces statistiques avaient un rapport extrêmement ténu avec ces statistiques. Et ça vaut pour Paris, mais puisqu'on est à Villejuif, ça vaut aussi bien pour l'ensemble de l'Île-de-France, ou plus spécifiquement pour la banlieue. Oui, c'est ça, en effet, si j'ai bien compris, vous dites que les statistiques disent une vérité, enfin, disent des choses qui sont pas du tout celles qui traînent dans les airs, qui sont reprises par habitude, paresse et tout ce qu'on voudra, par notamment les politiques, sur la réalité. C'est-à-dire, vous dites, non, les statistiques disent que ce que vous dites est faux, finalement. Est-ce que j'ai à peu près compris?
Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que c'est pas une volonté nécessairement, je pense, de mentir, mais c'est simplement nos représentations de la façon dont nous vivons, en l'occurrence dont nous nous déplaçons, a un rapport extrêmement ténu avec les façons effectives que nous avons de nous déplacer. Je prends juste un exemple. Le premier mode de déplacement en Île-de-France, Paris et banlieue confondus, sachant que la plupart des gens vivent en banlieue, que la plupart des déplacements se font de banlieue à banlieue, le premier mode de déplacement en Île-de-France aujourd'hui, c'est la marche. Alors qu'on a toujours l'impression que c'est vaguement un truc qu'on fait parfois dans la journée, et que, par ailleurs, nos déplacements sont toujours des choses extrêmement compliquées sur d'extrêmement longues distances. 10% des déplacements en Île-de-France et 10% seulement font plus de 10 km. Voilà, ce qu'on n'imagine pas du tout comme ça. On a toujours l'impression qu'on va de la très lointaine banlieue au centre de Paris, et puis au retour, ou bien d'endroits totalement opposés de la banlieue. Voilà. Alors donc dans ce livre, on va découvrir des choses absolument extraordinaires. On dit qu'on est scotché dans ces cas-là, en fait, on n'en revient pas, en fait. Et alors notamment, il y en a beaucoup, hein, parce que c'est pas un livre sur le vélo, c'est un livre vraiment sur les transports, sur les déplacements. Hein. C'est pas du tout un livre sur le vélo, mais n'empêche qu'on y découvre notamment que le vélo, qu'on le veuille ou non, qu'on se bouge pour ou qu'on se bouge pas pour, que le vélo, naturellement, de lui-même, semble-t-il, enfin bon, vous nous direz ça, mais que le nombre de vélos en déplacement dans Paris, d'ici très peu de temps, vous parlez de 2020, alors ça fait 5 ans, ça sera peut-être 2022, évidemment, ça on ne peut pas savoir, mais en tout cas, c'est tout près, c'est vraiment un futur extrêmement proche. Il y aura plus de vélos qui se déplaceront dans Paris que de voitures. Ça veut dire que la voiture sera complètement rétamée, si je puis dire. En tout cas, il y aura plus de cyclistes que de voitures. Alors ça, c'est une première. Est-ce que c'est bien ça, au fond, déjà? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 90, se sont produits un ensemble de renversements dans le système des déplacements parisiens. Le système des déplacements parisiens, c'est l'ensemble des déplacements qui intéressent Paris, c'est-à-dire les déplacements qui ont lieu dans Paris, aussi bien que les déplacements qui relient Paris à la banlieue. Jusque-là, on avait une baisse tendancielle de la marche, une disparition du vélo et une augmentation de la voiture, à côté d'une stagnation des transports en commun. C'est des tendances qui perduraient depuis des décennies, depuis, disons, la Seconde Guerre mondiale, et qui avaient atteint un point critique, puisqu'il y avait notamment quasiment plus de vélos dans Paris, pour cet exemple. À partir des années 90, on observe une inversion de tous ces phénomènes. Le premier et le plus visible, c'est une nouvelle augmentation des déplacements en transport en commun, et particulièrement en métro. Ce qui, comme maintenant ça fait 25 ans à peu près, dans le cadre d'un réseau qui n'a pas bougé, parce que l'étendre, très peu bougé, parce que l'étendre ne peut se faire qu'avec des coûts faramineux, a produit un engorgement qui, aujourd'hui, sans doute, atteint ses limites. Aujourd'hui, dans le métro parisien, mais ça vaut aussi pour les RER et le Transilien qui ont connu le même type d'augmentation, vous regardez autour de vous, une personne sur 3 n'était pas là dans les années 90. Ça permet de comprendre que parfois, ça ressemble plus à une bétaillère qu'à un moyen de déplacement. Donc ça, c'est le premier renversement qui se produit à partir des années 90, l'augmentation à nouveau des transports en commun, qui jusque-là stagnait. L'autre renversement, et qui est corrélé, c'est la baisse de la voiture. Et en fait, on a un report de la voiture vers les transports en commun à partir des années 90. Ce qui est très intéressant, c'est que cette baisse de la voiture, elle se produit indépendamment des politiques menées, puisque les années 90, le début des années 90, c'est l'acmé, le sommet de la politique d'adaptation de la ville à la voiture avec les axes rouges. Or pourtant, c'est le moment où la baisse de la voiture s'enclenche, et cette baisse, elle a tout de suite été rapide, et elle va s'accélérant. Ou elle va, en tout cas, elle devient de plus en plus visible. À tel point qu'aujourd'hui, la voiture dans Paris, y compris pour les relations avec la banlieue, n'assure plus qu'une part extrêmement minoritaire des déplacements. Aujourd'hui, c'est 13% des déplacements dans Paris qui se font en voiture. Et dernier renversement, qui est lié à cette baisse de la voiture, c'est l'augmentation à nouveau du vélo. Alors la première fois où c'est devenu visible, c'est 95, mais
le réel facteur... La fameuse grande grève de l'hiver. Voilà, la grève de 95, mais le facteur derrière qui permet d'expliquer que depuis 25 ans, le vélo augmente à Paris, c'est ce retrait de l'automobile. Parce qu'on ne peut pas rouler à vélo dans une ville où toute la voirie est occupée par l'automobile, mais si l'automobile recule, les vélos reprennent naturellement la place. En fait, ils avaient disparu simplement parce que l'automobile avait pris toute la place, parce qu'on lui avait donné toute la place. Alors, cette augmentation du vélo, comme on est parti d'à peu près rien, elle a tout de suite été très rapide, mais rien multiplié par beaucoup, ça fait toujours pas grand-chose. C'est-à-dire que dans les années 90, dans les années 2000, on restait avec un mode de déplacement qui restait ultra minoritaire, invisible, et qui pouvait effectivement être considéré par les personnes en charge des déplacements comme tout sauf une priorité. Vous multipliez rien par beaucoup, ça fait pas grand-chose. Vous multipliez pas grand-chose par beaucoup, vous obtenez beaucoup. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et le taux de croissance du vélo à Paris est stable. C'est un taux de croissance, même pas à la chinoise, c'est beaucoup plus. Et justement, je trouve que la Chine, c'est un bon exemple. La Chine, c'est un pays qui, dans les années 60, souffrait de famine. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Ça s'est produit en très peu d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une croissance qui est restée stable en pourcentage et qui s'est appliquée à une économie de plus en plus importante. Alors au début, ça ne se voyait pas beaucoup que la Chine prenait de plus en plus de place. Aujourd'hui, on ne voit plus que ça. Et ce qui se passe avec le vélo, en fait, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, on est au moment de ce retournement, au moment où le taux de croissance, lui, ne change pas, mais par contre, il s'applique à des effectifs de plus en plus importants. Et donc, on voit la ville se transformer sous nos yeux. Et le vélo, au début des années 90, il y avait 85 fois moins de déplacements effectués à Paris en vélo qu'en voiture. Au début des années 2020, il y aura plus de déplacements effectués en vélo dans Paris qu'en voiture. On est en train de changer le monde, et la question de savoir si on s'en aperçoit ou pas. Et c'était la question que j'allais vous poser, effectivement, c'est grâce à vos statistiques qu'on va le savoir, puisque personne ne le sait, ça, sauf à vous avoir entendu ou lu. Et alors, je pense que c'est pas seulement une question de connaître les stats, d'avoir fait des projections, de regarder la validité statistique de ces projections ou pas. Le principal obstacle, il est dans nos têtes et il est dans cette illusion techniciste qu'on a, qui ne vaut pas que pour les modes de déplacement, mais qui est que... Qu'est-ce que ça signifie ? On a l'impression qu'on est dans une société où, parce que nos problèmes sont complexes, ils ne peuvent être résolus que par des solutions qui elles-mêmes doivent être complexes. Et typiquement, affirmer que la solution au dysfonctionnement du système de déplacement parisien, mais aussi bien francilien, ça réside, et ça ne réside essentiellement que dans le vélo, c'est une idée qui clairement aujourd'hui ne peut pas être prise au sérieux. Et particulièrement par les gens sérieux. C'est ce que disait Hubert Peignet, qui était lui-même haut fonctionnaire, donc c'est un milieu qu'il connaissait très bien, et que, oui, on voulait bien l'écouter, et puis une fois qu'il était parti, on faisait exactement le contraire. On disait, il est gentil, monsieur Peignet, hein, au fond. C'était voilà. ça qui se passait, hein, bien sûr. Alors qu'il était tout ce qu'il y a de plus gradé, diplômé, et tout ce qu'il fallait, mais il était gentil. Alors que si on regarde les données, le seul moyen pour que ces mouvements que je vous ai décrits se prolongent sans qu'on atteigne un engorgement complet de l'agglomération, c'est le vélo. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de déplacement qui est à la fois efficace sur les distances qui sont effectivement parcourues par les Parisiens aussi bien que par les Franciliens. Je vous ai dit, il y a seulement 10% des déplacements en Ile-de-France qui font plus de 10 km. Et 75% des déplacements font moins de 5 km. Ça veut dire qu'en Ile-de-France, pas seulement à Paris, en Ile-de-France, 75% des déplacements sont aisément effectuables, soit à pied, les déplacements grosso modo inférieurs à 1 km, et c'est déjà très fortement le cas, soit à vélo. Et là par contre, ces 30% de déplacements en Ile-de-France qui font entre 1 et 5 km, aujourd'hui, sont majoritairement effectués soit en transport en commun, soit en voiture. La moitié des déplacements en voiture en Ile-de-France font moins de 3 km. 3 km, c'est même pas un quart d'heure à vélo. C'est 3 coups de pédale. Alors, que ce soit effectué, donc ces déplacements inférieurs à 5 km, encore une fois, 75% des déplacements en Ile-de-France, qui soient effectués en voiture ou en transport en commun, c'est
c'est avec un coût social extrêmement élevé. Un coût social qui n'est pas du même ordre. Le coût social des transports en commun, il est directement visible puisque les transports en commun, il faut les financer collectivement. Et c'est des coûts énormes. Les transports en commun en Île-de-France, c'est 9 milliards d'euros chaque année. Le coût social de l'automobile, il est moins vu, même si on s'en aperçoit quand même de plus en plus, parce que c'est un coût qui est à la fois individuel. Le coût moyen de détention d'une voiture en France, entretien, fonctionnement, essence, tout ça, c'est 6 000 euros. Et puis c'est un coût qui est collectif mais indirect à travers la pollution. Et la pollution, ce sont des coûts que notre société ne peut absolument pas se permettre, même si elle ne s'en rend pas compte, parce que généralement ils ne sont pas monétarisés. Mais simplement, un des polluants des émissions automobiles, au niveau de l'Europe, c'est des particules fines, au niveau de l'Europe, on estime que ça coûte chaque année 270 milliards d'euros. C'est des montants, je l'ai dit, mais on ne peut pas se rendre compte de ce à quoi ça correspond, parce que généralement on n'a pas d'échelle de comparaison. Simplement, c'est des coûts sociaux, alors qui pour la voiture sont essentiellement indirects, ils sont extraordinairement élevés, et pour les transports en commun, sont monétarisés, sont collectifs, et cela on s'en rend plus compte. Mais dans les deux cas, ces coûts extraordinaires servent à effectuer des déplacements qu'on pourrait et qu'on peut parfaitement effectuer autrement, à un coût nul pour l'individu, ou quasiment nul, et positif pour la société. Pourquoi je dis positif? Parce qu'on est dans une société qui connaît, entre autres problèmes, une pandémie d'obésité, de surpoids, parce qu'on a des corps qui ont été façonnés sur un processus biologique assez long de quelques centaines de milliers d'années, et ces corps ont été façonnés pour avoir une activité. Or, notre mode de vie fait que nos corps n'ont plus cette activité, ce qui entraîne un ensemble de dysfonctionnements qui, eux aussi, ont un coût sanitaire extrêmement élevé. Et si le temps passé aujourd'hui passivement dans les transports, que ce soit en voiture, que ce soit dans les transports en commun, l'était de façon active, en marchant, mais encore une fois, c'est déjà beaucoup le cas dans l'agglomération parisienne, particulièrement dans Paris, et surtout pour tous ces déplacements entre 1 et 5 km à vélo, ça résoudrait aussi ce problème. Donc non seulement ça coûte rien, mais en plus ça rapporte. Alors vous expliquez, il me semble en tout cas, que si tous ces déplacements de 5 km ou moins qui sont actuellement faits en transport en commun, beaucoup, puisqu'ils ne sont plus faits en voiture, pour une bonne part, s'ils étaient faits à vélo, ça permettrait que les transports en commun soient mieux utilisés pour ceux qui en ont réellement besoin, qui vont loin, etc. aussi. Voilà, alors effectivement, il y a en Île-de-France 10% des déplacements qui font plus de 10 km. Et 25% qui font plus de 5 km. Donc on peut dire que ces déplacements sont difficilement effectuables autrement qu'en mode motorisé, et ils sont particulièrement effectués en transport en commun pour ce qui est des déplacements domicile-travail. L'essentiel, 70% des déplacements domicile-travail des banlieusards qui travaillent à Paris se font en transport en commun. Et typiquement, c'est des déplacements qui seront généralement sur des distances longues. Si tous les déplacements qui utilisent les transports en commun aujourd'hui, si on en enlevait la part qui correspond à des déplacements de moins de 5 km, c'est-à-dire qui sont aisément substituables par le vélo, ça aurait un effet de désengorgement des transports en commun extrêmement fort. Et qui pourrait permettre d'en finir avec la voiture vraiment, peut-être. Alors, et ça vaut aussi, bien sûr, pour Parce que là, vous ne pouvez plus faire rentrer personne. Mais ceci étant, la problématique pour la voiture et pour les transports en commun me paraît différente, puisque la voiture, par ailleurs, baisse d'elle-même, alors que les transports en commun connaissent une fréquentation croissante. Oui, mais quelque part dans le livre, vous indiquez que si les transports en commun qui sont en embolie, c'est votre expression, ils sont en embolie, vraiment, ne sont pas soulagés par le passage d'une partie des transportés en commun au vélo, ils ne pourront plus absorber les automobilistes, qui redeviendront automobilistes par la force des choses finalement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, et on avait vu à quel point ça dysfonctionnait aussi. Mais en fait, vous parlez un peu de vase communicant, et donc, je dirais moi, avec d'autres mots, de pertinence des modes, qui sont gage de fonctionnement de notre agglomération finalement, de bon fonctionnement. Voilà. Alors, il y a des phénomènes de vase communicants qui s'effectuent sous nos yeux, qu'on le veuille ou non, à la limite. Ceci étant, ça n'empêche pas
la pertinence de politiques pour soutenir ces évolutions positives que sont l'augmentation très forte du vélo, la baisse de la voiture, parce que l'enjeu derrière, c'est de résoudre ce problème qui est la congestion de plus en plus grave des transports en commun. Et pourquoi est-ce qu'il est besoin d'avoir une politique volontariste très forte en matière de vélo? C'est parce que, grosso modo, c'est ce qu'on voit depuis les années 90. Le vélo se développe au fur et à mesure que l'automobile laisse la place. Mais bien sûr, cette place que prend automatiquement le vélo, ce remplacement se fait plus rapidement si la chaussée, qui est libérée de plus en plus par la voiture, est aménagée pour les besoins spécifiques des vélos. Alors c'est ce qu'on a vu avec le plan vélo de Villejuif, par exemple. Les questions se posent différemment sur les grands axes, comme ce que j'appelle personnellement encore la Nationale 7, ou sur le réseau secondaire de voirie. Mais s'il n'y a pas cette politique cyclable, s'il y a cette politique cyclable, ce mouvement très fort de report vers le vélo qui s'effectue sous nos yeux pourrait être encore plus fort. Et pourquoi est-ce que c'est ça qu'il faut viser? C'est parce que le potentiel de circulation cycliste est, je vous l'ai dit, extrêmement élevé. Si on prend que les déplacements inférieurs à 5 km, alors que, évidemment, moi, pour venir ici, j'ai fait 10 km. Je ne suis pas arrivé exténué, transpirant, je ne me sentais pas, enfin bref. Donc c'est possible. Mais même si on se limite aux déplacements inférieurs à 5 km, qu'on considère comme le vivier naturel de développement du vélo, au rythme actuel de développement du vélo dans Paris, qui est pourtant extrêmement élevé, ce vivier naturel ne serait pas atteint avant les années 2040. Donc, une politique réellement volontariste en faveur du vélo permettrait d'atteindre ça beaucoup plus rapidement. D'accord. Sachant, et ça c'est quand même un point important, que la politique actuelle, la politique vélo de la mairie de Paris actuelle, est toujours présentée comme très volontariste. Je pense que les gens qui la mènent sont persuadés qu'elle est très volontariste, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. La croissance des aménagements cyclables et la croissance des stationnements cyclables est nettement inférieure à la croissance de la circulation cycliste, c'est-à-dire que la politique vélo de la mairie de Paris aboutit à une dégradation des conditions de cyclabilité de la ville. Et puis alors, il y a aussi un reproche que vous faites implicitement, même si c'est évidemment pas votre rôle. Vous dites que tout cet espace, notamment de stationnement, devrait être récupéré et rapidement, et pas seulement pour le vélo d'ailleurs. Vous dites pour faire des jardins, mettre des bancs, planter des arbres, ceci, cela, un tas de choses. Or, vous regrettez, quoi, finalement, oui, les piétons, oui. Oui, d'ailleurs, oui. Et vous regrettez que la conscience de cette baisse de l'automobile ne soit pas suffisante pour que l'espace soit repris, puisqu'il n'y a plus besoin de cette expansion d'espace pour l'auto. Alors j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de conscience de la baisse de l'automobile, ça me frappe toujours. Tous les gens me disent « Ah bon, l'automobile baisse dans Paris ?» Mais il me semble qu'il y a des raisons à ça, c'est-à-dire que l'automobile dans un milieu urbain dense comme Paris fonctionne nécessairement sur le mode de la congestion. Donc on a toujours l'impression qu'il y en a énormément. Et on a peu l'impression que ça baisse. Moi c'est vrai que même en tant que cycliste, je ne vois pas ça, alors que je le sais, mais j'ai toujours l'impression qu'il y en a toujours autant. Alors juste, un des problèmes que pose la voiture en ville, c'est qu'elle est... la voiture d'une manière générale, c'est l'exemple même de ce qu'on appelle la contre-productivité. Elle représente un gaspillage d'un ensemble de biens. On l'a déjà mentionné, notamment sur la qualité de l'air. Mais un des biens le plus problématique dans un milieu urbain dense comme Paris, qui est gaspillé par l'automobile, c'est l'espace, et qui est gaspillé particulièrement par son stationnement. Une voiture, en Île-de-France, passe 95% de son temps stationné. Et ça, c'est une consommation d'espace absolument incroyable, qui vaut dans Paris, mais qui vaut aussi bien en banlieue, et qui est faite au détriment des autres usages de la voirie. Alors, le vélo, bien sûr, mais avant tout la marche. Et juste, la marche, aujourd'hui, c'est 75% des déplacements en surface dans Paris, et les trottoirs, sur lesquels il y a une foultitude de choses qui n'ont rien à voir avec la marche par ailleurs, c'est 40% de l'espace. Et moi, ça c'est quelque chose qui me paraît encore plus gênant, et dont on parle encore moins, c'est même pas la marche, c'est tous les usages de
l'espace public, puisque c'est de ça qu'on parle, qui n'ont pas à voir avec les déplacements. La rue n'est pas faite que pour se déplacer. Et initialement, elle n'est même pas particulièrement faite pour se déplacer. C'est d'abord un espace de vie collective et publique. Et c'est d'abord ça qui a disparu, je pense, c'est ce qui a disparu, c'est ce qui existait particulièrement avant le moment que nous a montré le film. Et que toute l'histoire de la modernité, c'est l'histoire de cette évacuation des usages non circulatoires de l'espace public en ville. Ouais. Et alors, aussi, vous montrez que il y a une rengaine politique, en fait, que non, jamais vous ne toucherez au stationnement, ça c'est absolument sacré, etc. De bonne foi, probablement, de la part des élus. Et vous dites, vous remarquez que, d'une part, ça n'est jamais le stationnement qui est donné comme raison de ne pas aller en voiture, c'est-à-dire les gens qui disent non, on peut pas rouler dans Paris, par exemple. On ne peut pas rouler, mais on ne dit pas je ne peux pas stationner. Ça c'est ce que vous relevez dans le livre. Si je puis me permettre, c'est pareil, il y a une très grande différence entre la représentation qu'on se fait des choses, et moi je dois dire le premier, et pour le coup il y a des enquêtes par sondage qui ont été faites auprès des automobilistes parisiens, exclusivement parisiens, et on leur demandait s'ils comptaient se séparer de leur voiture ou pas, et s'ils comptaient se séparer de leur voiture, quelles en étaient les raisons, et la raison de la difficulté du stationnement était très rarement invoquée. Il y a une raison à ça, c'est que le stationnement disponible dans Paris ne cesse d'augmenter, et augmente rapidement, alors que le parc automobile parisien, lui, baisse rapidement. Et que par ailleurs, la demande de stationnement baisse aussi parce que les liaisons automobiles entre Paris et la banlieue sont le segment de la circulation automobile qui baisse au plus vite. Donc on a une offre de stationnement qui ne cesse d'augmenter, et on a une demande de stationnement qui ne cesse de baisser, ce qui fait que, même si c'est extrêmement présent dans les esprits, dans les discours du quotidien, c'est l'équivalent de la météo pour l'automobiliste parisien, les problèmes de stationnement, selon quoi il est assez proche du vélibiste d'ailleurs. Pour autant, en fait, ça n'est pas une des raisons majeures de désaffection des Parisiens pour l'automobile, puisque le taux de détention d'automobiles dans Paris baisse, c'est pareil, depuis les années 90, tout ça s'est enclenché au même moment, et aujourd'hui, la majorité des Parisiens n'ont pas de voiture. Alors, la majorité des Parisiens, je crois qu'on peut dire que c'est environ 30%, on dit en général que c'est moins de 50% des ménages, ce qui revient à dire que c'est moins de 30% des personnes, puisqu'un ménage, c'est des gens qui habitent à la même adresse. Non, ça c'est pareil, c'est absolument faux. Effectivement, la majorité des ménages parisiens n'ont pas de voiture, et généralement on en tire argument pour dire ça veut dire que la majorité de la population a une voiture. Non. Ah, je me suis mal expliqué. Oui, non, mais parce qu'effectivement, cette minorité des ménages qui a une voiture représente une majorité de la population. Sauf que dans un ménage, tout le monde n'a pas accès à la voiture. Généralement, c'est monsieur. Voilà. Et puis alors vous montrez également que les gens qui ont une voiture, en fait, vous les plaignez parce qu'ils y sont un peu obligés, parce que vous dites, en fait, ils ont une voiture, mais c'est pour l'utiliser fort peu, éventuellement une fois par semaine, peut-être moins, je ne sais plus trop. Et donc vous dites, on est tout à fait mûr pour l'autopartage, les voitures collectives, ceci, cela. Et vous pensez, je crois, que même la ville, finalement, de facto, freine ce mouvement-là. Et en tout cas, vous appelez de vos voeux qu'on libère les citoyens qui ont besoin d'une auto, on ne va pas forcément le contester, mais qu'ils soient obligés, pour le besoin qu'ils ont de l'auto, d'en posséder une tout seul. Alors, la raison principale pour laquelle les Parisiens, mais c'est un mouvement qui maintenant s'étend aussi à la première couronne, ont de moins en moins de voitures, c'est en fait parce qu'ils n'utilisent pas leur voiture. 70% des Parisiens qui ont une voiture l'utilisent moins d'une fois par semaine. Étant donné les coûts de la voiture, et particulièrement à Paris, parce qu'il y a un coût très important de la voiture pour le coup, c'est le stationnement, et c'est pas le stationnement sur voirie, parce que généralement on stationne en parking, et les coûts des parkings, j'ai récemment vu à côté de chez Isabelle Le Sens, et je suis désolé, je trouve ça indécent. Il y avait des parkings à vendre, 35 000 €. Personnellement, ça représente plusieurs années de salaire. Donc, et voilà, elles sont là les raisons pour lesquelles les Parisiens, mais pas seulement, reconsidèrent de plus en plus la question de la possession de l'automobile. Et on a vu dans le film apparaître la thématique du utiliser plutôt que posséder à propos du vélo. Et c'est drôle parce qu'effectivement ça a été très fortement mis en avant au moment de Vélib,
Alors que l'objet pour lequel c'est particulièrement pertinent, parce qu'un vélo ça coûte à peu près rien en achat, en coût de fonctionnement, ça prend très peu d'espace de stationnement, et a priori ça correspond à la plupart des trajets qu'on a besoin d'effectuer, donc on l'utilise beaucoup si on en a un, et qu'on décide de l'utiliser. L'objet pour lequel c'est extrêmement pertinent de passer de la possession au simple usage, c'est la voiture. Et pourtant, les efforts publics en la matière sont beaucoup plus faibles. Là, Alors je dois avouer quelque chose aussi, c'est qu'à lire votre livre, je me suis dit, oh là 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 là, ça va tout seul le vélo. J'ai perdu ma vie quasiment, mais pas seulement moi, hein, bien sûr, mais tous ceux qui ont passé une partie de leur vie à organiser des manifs, écrire des articles, être chargé de mission vélo, être mécanicien, je ne sais pas quoi encore, enfin bon, tous ces gens qui ont passé beaucoup de temps sur la question, finalement ça n'a servi absolument à rien parce que ça marche tout seul. Mais entre deux, nous avons vu le film de Laurent Védrine qui montre, me semble-t-il, que quand même on n'a pas tout à fait perdu notre vie et notre temps en s'intéressant à la question. En fait, est-ce que... Et puis là, vous venez un petit peu de répondre aussi à cette question qui nous préoccupait, à vrai dire. Vous dites, oui, ça marche tout seul, mais si on appuie, ça ira plus vite, finalement. Alors, je crois que vous êtes d'accord, finalement, l'un et l'autre. Laurent? Oui. Ah, oui, ça va. Non, mais est-ce que... donc je vais répondre à la place de Laurent, Voilà, parce que moi j'ai le micro. Ouais. Non, simplement, c'est pas du tout... Effectivement, il y a des tendances de fond qui s'effectuent, qu'on le désire ou non. Et c'est pas du tout pour remettre en question la valeur, le rôle et l'importance du militantisme. Puisque de toute part, il y a des contre-exemples en Europe, particulièrement les Pays-Bas, la Suède, où parce qu'à un moment où en France, au contraire, on n'a pas eu cette prise de conscience du fait que le vélo était en train de s'éteindre, dans ces pays, on l'a eu, on a enclenché dès ce moment-là des politiques pour aller à rebours, et ce qui fait qu'on a quand même maintenu le vélo à un étiage beaucoup plus élevé, et à partir du moment où le vélo a regagné les villes, on est parti d'un niveau beaucoup plus élevé, et donc aujourd'hui on est quand même à un niveau sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui à Paris ou en Ile-de-France. Le vélo aux Pays-Bas, c'est 25% des déplacements, c'est drôle parce que c'est à peu près exactement, je disais, en Ile-de-France, 30% des déplacements font entre 1 et 5 km. Aux Pays-Bas, 25% des déplacements se font à vélo. Vous voyez directement le lien, je pense. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre les Pays-Bas et l'Île-de-France quant à la possibilité d'atteindre ce taux pour le vélo. Alors, bon, ceci étant, nous sommes non pas à Paris ni aux Pays-Bas, mais à Villejuif. Et est-ce que vous êtes vraiment sûr d'avoir eu raison d'accepter l'invitation? En quoi ça concerne Villejuif, votre bouquin? Ou la banlieue peut-être, enfin Villejuif et la banlieue, disons. Je fais une parenthèse, si vous permettez, qui est hors bouquin d'ailleurs. Vous avez aussi un grand ami de la ville qui s'appelle Michel Cantal-Dupart, qui est un urbaniste réputé, et qui dit que la structure physique et sociale aussi, je crois bien, la densité notamment de Villejuif est tout à fait comparable à celle de Paris. C'est lui qui le dit. Est-ce que c'est je ne crois pas que ça soit ça la raison pour laquelle votre livre concerne Villejuif, parce que ça vous ne le saviez pas. Mais en quoi donc votre livre qui parle de Paris a un intérêt mobilisateur ou quoi, enfin, pour une commune comme Villejuif? Alors, d'abord parce que mon livre ne parle pas que de Paris, dans le sens où il parle des déplacements qui intéressent Paris, c'est-à-dire les déplacements qui s'effectuent à l'intérieur de Paris, mais aussi bien entre Paris et la banlieue. Et Villejuif, comme dans les communes de première couronne, il y a quand même beaucoup de gens qui font du pendulaire entre Paris et les communes de proche banlieue, notamment par exemple Villejuif, et qui sont particulièrement concernés par les problèmes d'engorgement des transports en commun, puisque c'est sur ce type de liaison qu'on a les pires problèmes dans l'existant. La deuxième raison, c'est que, et j'ai essayé de donner quelques chiffres, moi je me suis intéressé, je n'ai travaillé spécifiquement que sur le cas parisien, sur le déplacement qui intéresse Paris, parce qu'il y avait ce rapport entre une forme urbaine héritée et une structure industrielle des déplacements qui s'est surimposée à cette forme urbaine antérieure qui, moi, m'intéressait en tant qu'historien. Mais les chiffres que je vous ai donnés vous montrent que les problèmes ne se posent pas de la même façon dans l'ensemble de l'agglomération parisienne et à Paris,
mais ils ne s'opposent pas non plus de façon fondamentalement différente. Contrairement à souvent d'ailleurs ce qu'on imagine. Et puis la troisième raison qui fait que non, je n'ai pas du tout perdu mon temps vraiment aujourd'hui ici, c'est que mon labo est rattaché à Villejuif, alors comment pouvais-je dire non? Ça c'est une très mauvaise réponse, mais enfin, en fait, c'est une idée, hein, bien sûr. Bon, alors écoutez, de toute façon, ce bouquin, on en indique, je sais pas, 5%, enfin vraiment, c'est un livre vraiment extrêmement riche, qui a un style d'écriture un peu particulier qui peut déplaire, et j'ai entendu des remarques sur ce sujet. Pour ma part, il me plaît beaucoup, son style. Ça, c'est, vous voyez, comme quoi, ce sont des phrases que je trouve peut-être un petit peu longues quelquefois, mais toujours parfaitement construites et toujours totalement compréhensibles. En tout cas, j'en ai eu l'impression que j'avais compris. Mais enfin, ça ne donne pas l'impression... C'est pas du charabia techno ou économico ou je ne sais quoi. C'est du français normal, etc. Bien écrit, agréable. Moi, j'ai trouvé en tout cas agréable à lire. Par ailleurs, il y a des résumés, il y a des images, des graphiques, il y a des introductions. Enfin, tout ça facilite grandement la lecture. Alors, ce livre parle de la baisse de l'automobile dans Paris, on l'a vu, et de tout l'espace à récupérer. Il détruit donc beaucoup d'idées qui traînaient. Le stationnement, on en a parlé, qui n'est donc pas un problème. C'est un livre aussi qui fait rêver. Je vais juste citer une image qui m'a un peu frappée. Savez-vous combien il faut compter de mètres carrés pour loger une automobile dans un immeuble à auto qu'on appelle stationnement en édifice? Savez-vous combien il faut de minimum pour loger une automobile? Il faut donc 25 mètres carrés. 27 mètres carrés, naturellement, ça compte les rampes pour y rentrer et pour en ressortir, ça fait au moins 2 rampes, voire plus. Ça compte les allées, qui sont toujours très larges, puisqu'il faut se croiser, les 2 voitures, qui pourraient avoir à se croiser. Et puis, il faut manœuvrer, etc. Et puis, il faut sortir et rentrer de l'emplacement, etc. Et donc, au total, on compte, d'après le livre, 27 mètres carrés. Je ne suis pas spécialiste du stationnement des automobiles, vous l'avez deviné. Savez-vous combien il faut de mètres carrés? C'est pas tout à fait comparable, mais enfin, vous allez voir, pour loger un humain. 10. Oui, 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Alors, c'est pas tout à fait comparable parce que dans les 9 mètres carrés, c'est une chambre de bonne. 9 mètres carrés. On a oublié l'escalier en colimaçon très étroit qui dessert les 20 chambres et puis le hall d'entrée minuscule. Donc, c'est pas. Mais bon, voilà. C'est directement comparable dans la mesure où, dans les 2 cas, en fait, ce sont des stipulations légales. Voilà. Voilà. C'est ça. Je sais pas, on pourrait continuer à parler du livre, mais de toute façon on ne l'épuisera pas. Est-ce que... Je sais pas quelle heure il est, à vrai dire. Il est tard. Ah, bon. Dans un quart d'heure on arrête. D'accord, alors j'allais dire, est-ce que vous voulez poser des questions? Mais non, il y a mieux à faire dans ce cas-là. C'est pour ceux qui souhaitent acheter un ouvrage, et puis vous faire dédicacer si vous le souhaitez, ou papoter un petit peu avec nos orateurs. Et boire un petit verre, si on a... Enfin, bon, c'est plus chez moi maintenant. À vous.